Le fait que Keïta dise souvent que le Burkina aujourd'hui est une fierté au sein de l'AES, j'ai vu que certaines personnes ont commencé à mal interpréter mes propos. J'ai vu que des jeunes gens ont commencé à utiliser mes propos. Dieu merci, ils ne me citent pas nommément, mais ils essaient de faire une comparaison entre le Burkina et le Mali. Et dire que le Burkina a pédalé le Mali, le Burkina a dépassé le Mali, le Burkina vaut mieux que le Mali, le Burkina par-ci. Il n'y a pas une compétition entre le Mali et le Burkina. Je voudrais vraiment apporter cela. Quand je mentionne ce que le Burkina fait, même récemment, je crois, il y a des chargements que les gens sont en train de montrer comme étant la première partie du matériel de construction de la centrale nucléaire, la centrale civile et nucléaire du Burkina. Beaucoup de gens ont vu ces images-là. C'est une fierté pour nous. Quand vous regardez aussi la maquette du futur centre commercial du Burkina Faso, c'est une fierté. Mais ce que je voudrais dire à côté de tout ça, Ibrahim, il le sait, il n'a jamais dit qu'il est en compétition avec quelqu'un. Ibrahim met toujours le peuple burkinabé au centre de ses préoccupations, au centre de ses décisions. C'est en cela que Keïta chaque fois dit, je remercie Dieu pour le Burkina, je remercie Dieu pour la vie d'Ibrahim. Et Ibrahim aujourd'hui fait la fierté. Donc, souvent quand nous le disons, évidemment nous ne rentrons pas dans tous les détails. Mais j'ai constaté, et il m'a été rapporté, des gens qui, pas forcément moi, je ne suis pas le seul à dire, hein, mais je voudrais dire aux gens, arrêtez de faire des comparaisons. Ça n'en vaut pas la peine. C'est vrai, les trois pays ont décidé de marcher ensemble, de créer un marché commun, une défense commune, une diplomatie commune, très bientôt une monnaie commune. Mais cela ne signifie pas que les gens doivent essayer. Je comprends ceux qui sont aigris, ceux qui n'aiment pas la transition, ceux qui n'aiment pas Assimi Goïta, ils le font à dessein pour révolter la population malienne. Comme le Burkina est venu après Assimi, voilà le Burkina. C'est vrai. Aujourd'hui, on peut pas le voiler avec la main. Le Burkina aujourd'hui est placé en tête dans beaucoup, en Afrique même, hein, je peux dire. Ibrahim a l'audace. C'est une audace positive. Ibrahim ose. Ibrahim pousse le bouchon plus loin. Pour Ibrahim, Dieu nous a tout donné, il n'y a pas de limite. Et il pousse aussi loin que possible les boutons pour atteindre les objectifs pour le peuple du Burkina. Moi, je ne vois pas en ça une sorte de comparaison. Quand les gens essaient de faire ça, je pense que les gens sont de mauvaise foi. Les difficultés auxquelles Assimi est confronté ne sont pas les mêmes difficultés. Certes, excusez-moi, nous avons le même combat sécuritaire, le terrorisme, le mensonge, la manipulation, le vol de nos ressources, ce qu'on nous a caché, la richesse de notre sous-sol. Nous avons une situation similaire. Mais la façon d'appréhender les problèmes, le peuple burkinabé a une façon identique de voir les choses. Le Malien a sa façon à lui de comprendre et de percevoir les choses. C'est cette diversité que les trois chefs d'État sont en train de travailler pour en faire un atout. Que cette diversité soit profitable pour l'ensemble du peuple de l'AES. Mais que des idiots viennent dire, moi je serai toujours le premier à féliciter Ibrahim. Je serai toujours le premier à féliciter Assimi Goïta, le premier à féliciter le général. Mais je ne ferai jamais de comparaison. Si c'est vrai, il y a des moments où on se sent certainement frustré, parce qu'on a envie de voir certaines choses. On n'est pas content, parce qu'on veut de l'accélération dans tel ou tel domaine. Parce qu'aujourd'hui, quand ils prennent des décisions par rapport à la justice, par rapport aux juges vers eux, par rapport au procureur vers eux, on souhaiterait certainement voir s'ils font la même chose. Oui, mais comparaison n'est pas raison.
Peut-être que Assimi, il a des raisons qui font qu'il observe. Et d'ailleurs, Assimi n'est pas le seul. Hein. C'est vrai qu'on aurait souhaité, c'est vrai qu'on souhaite que Assimi aille au-delà de certaines choses. Mais il y a une façon très respectueuse, très intelligente d'apporter le sujet pour que le président lui-même le regarde de près. Et puis tire les leçons dans tous les cas. Qu'on le dise, qu'on ne le dise pas. Est-ce qu'Ibrahim Assimi ne sait pas ce que fait Ibrahim au Burkina? Il voit, il sait. Et lui, s'il doit faire la même chose, il réfléchit et puis l'adapter aux réalités du Mali pour le faire. Mais ça, c'est pas comme ça parce qu'Ibrahim a fait aujourd'hui, donc demain matin, Assimi n'a pas fait. Donc c'est pas comme ça. Assimi sait très bien que le peuple malien l'attend par rapport à la justice. Il le sait par rapport aux juges véreux, aux juges crapuleux, aux magistrats véreux, corrompus. Il le sait. Même si le peuple ne le lui demande pas, il sait entre lui et Dieu, il sait très bien qu'il a pris un engagement avec Dieu et il sait aussi que l'engagement qu'il a pris avec Dieu, il y a des secteurs où il a le devoir moral au regard de ce qu'il a pris comme engagement avec Dieu d'agir là-bas. Donc, peut-être que il ne le fera pas selon notre agenda à nous, mais certainement il va le faire par rapport à son propre agenda. Voilà. Donc je pense que ça sert à rien de vouloir comparer le Mali au Burkina. Ça sert à rien. Ça sert à rien de le faire. Et moi je trouve que ceux qui le font, c'est un peu honteux. Moi je peux dire qu'aujourd'hui, moi j'ai ma façon à moi d'apporter les problèmes, et vous le savez. J'ai ma façon à moi d'interpeller les autorités maliennes. Dans le respect, pour qu'ils sachent qu'il y a une situation. Mais pas de sortir pour se moquer des autorités, et puis brader le Burkina, se moquer du Mali, brader le Niger, se moquer du Mali. Est-ce que ça a sens? Parce que j'ai vu ces temps-ci, les gens en font, jusqu'à ce que un de mes jeunes frères vienne à la maison, et puis il évoque, et je lui ai dit non. C'est une très mauvaise comparaison, c'est une très mauvaise idée. Vous n'avez pas à réfléchir ainsi. Vous n'avez pas une idée de ce qu'Assimi traverse. Vous n'avez aucune idée. Ne venez pas faire des comparaisons quand ça n'en vaut pas la peine. Laissez le monsieur travailler. Il a la confiance du peuple malien. Il a la confiance de ses deux pères, le capitaine et le général. Il a la confiance de la population du Liptako-Gourma, l'Alliance des États du Sahel. Il a la confiance. Il travaille. Il a un agenda. Il travaille conformément aux agendas qu'on lui a donnés. N'oubliez pas que le Mali, la transition, il y a eu les premières assises. Et ces premières assises ont donné une orientation à Assimi Goïta. Ces orientations-là n'ont rien à voir. Tu vas déchirer ça ou quoi? C'est quoi même? Ces orientations, il travaille en fonction de ces orientations. Les assises ont donné des orientations. Et il veut rester collé à ces orientations-là. Je pense qu'il faut laisser le président travailler. Il est en train de faire un travail extraordinaire. Et d'ailleurs, je voudrais profiter pour faire une mise au point. Parce que beaucoup de gens sont en train de faire encore des amalgames par rapport aux attaques terroristes que nous avons subies à l'école de la gendarmerie et à l'aéroport. Il n'y a pas un pays au monde, je le répète, il n'y a aucun pays au monde. Il n'y a aucun pays au monde. Je le répète une dernière fois. Il n'y a aucun pays au monde qui peut dire que ce qui est arrivé au Mali n'arriverait pas à ce pays. Il n'y en a pas. Pendant que je vous parle, il y a 10 jours de cela, au grand maximum 14 jours, la Turquie, qui est l'un des pays les mieux aguerris dans la gestion des crises terroristes, la Turquie a été frappée de plein fouet. L'usine de production des drones, le cœur même de la technologie turque a été frappé par les terroristes. Est-ce que c'est fou? Un garçon n'a qu'à sortir pour me dire le contraire. S'il est fils de son père ou de sa mère, qu'il sorte pour me prouver que c'est faux. La Turquie a été frappée. Et c'est le nerf même de la technologie turque qui a été frappé. Pas une école.
Ce qui fait la fierté de la Turquie dans le monde, cette technologie, c'est là. J'ai vu les images où les terroristes étaient. La même image, les mêmes terroristes comme ils ont fait au centre commercial à Moscou. Est-ce que avec les ressources colossales de la Russie n'a-t-elle pas été frappée par les terroristes? Vous avez vu comment le centre commercial est parti en flammes? On a tous vu ça. Alors vous venez raconter vos vies de merde et misérables que parce qu'il y a ceci, cela. Ça nous a fait mal, il y a des Maliens qui sont morts. Mais il n'y a aucun pays au monde qui peut éviter une attaque terroriste. C'est comment vous allez réagir par rapport à l'attaque terroriste. C'est ça qui doit déterminer la réalité. Qu'on ne sera pas frappé, c'est faux. N'importe quel pays au monde peut être frappé par les terroristes. Mais c'est la riposte de l'État qui va déterminer effectivement si l'État est défaillant ou décadent. Est-ce que le Mali n'a pas été à la hauteur de la riposte? Si. Est-ce que la Russie n'a pas arrêté le cerveau? Oui. Est-ce que le Mali n'a pas arrêté le cerveau? Oui. Est-ce que la Turquie n'a pas répliqué? Oui. Alors, où est le problème ici? Vous croyez que parce qu'on a tous ces éléments-là, on ne peut pas? Vous êtes malhonnête, vous êtes mécréant, vous êtes idiot, vous êtes sauvage, moralement, décadent, intellectuellement. Parce que personne au monde, on a vu, comment on appelle ça, l'attaque qui s'est passée à Charlie Hebdo, où nos présidents sont allés pleurer. Est-ce qu'on n'a pas vu ça? On n'a pas vu ça. Charlie Hebdo. On n'a pas vu nos présidents aller pleurer à Paris. On les a pas vus en train de pleurer avec des fleurs par rapport à l'attaque de Charlie Hebdo. Donald Trump n'a-t-il pas échappé à une tentative d'assassinat? Le terrorisme domestique, le terrorisme interne. De quoi vous parlez, idiot, bande d'ingrats, irresponsables, dévergondés, pervers, égarés, manipulés, manipulateurs, corrompus et corrupteurs? De quoi vous nous parlez? C'est pas le souhait d'un pays, mais je peux m'asseoir là jusqu'au lendemain matin et vous parler des pays qui ont les meilleurs systèmes de sécurité au monde, les meilleurs contrôles au monde, mais qui sont frappés chaque jour par le terrorisme. Je peux vous donner des exemples. Il y a une réalité. Merci. Donc, TikTok vient de m'envoyer un message pour me dire que il y a des gens qui essaient d'attaquer mon direct avec des insultes. Donc, TikTok vient de me dire certains commentaires dans ce live ont été filtrés pour protéger l'expérience de la communauté. Merci à TikTok. Eux, au moins, ils font leur travail. Contrairement à Facebook et puis à YouTube qui sont des bêtises par moment. Ils contrôlent pas. Ici, TikTok, parce qu'il y a des TikTok qui donnent des orientations. Voilà les gens des propos que je ne veux pas. Et même ils filtrent. Quand tu viens insulter, personne ne voit quoi en fait. Ils filtrent, ça bloque. Maintenant, quand la personne insiste, ils bannissent la personne directement et peu automatiquement. Alors, on vient de me dire que, heureusement que notre électricité est revenue, ben, comme on a déjà un gros groupe, ce groupe-là est balèze, donc je vais pas perturber le direct. Quand on va finir, c'est pas grave. Dieu pourvoira. On va faire le plein après. Alors, je vais revenir ici, il y a un certain nombre d'éléments que je voudrais partager avec vous. Permettez-moi. On va rentrer dans le grand écran ici. Quand vous travaillez, bon, comme je suis seul à travailler, donc c'est vrai que j'ai le matériel, tout ce qu'il me faut, mais souvent, permettez que je me retourne vers le grand écran pour faire voilà, pour chercher certains éléments, même si on a ça ici. Alors, ah ouais, ça c'est le gars qui veut me vendre des trucs là. Les gens savent que Keita dépense tellement l'argent, même tu es assis là, les gens t'envoient les promotions seulement. Keita, on a ça, ok. Dieu merci, on est là. On va regarder. Il y a un élément que je vais vous faire écouter. Je vais commencer. Merci beaucoup, Batakla. Merci, Doubia Moussa. Merci infiniment. Il y a un élément que je voudrais partager avec vous. Ne vous en faites pas, c'est en anglais. Je vais faire la traduction en anglais. Alors, cet élément dit quoi? Je vais vous faire écouter.
Ce qui est intéressant pour moi et pour vous, on avait déjà évoqué ce sujet-là la dernière fois. Voilà. On va revenir rapidement ici. J'espère que on va revenir ici encore. Voilà. On va revenir, mais on va écouter ça. Et je vais vous faire écouter ceci. Et puis on va continuer. Et ils ont supprimé la vidéo. Ils ont supprimé la vidéo. Ils ont supprimé la vidéo. C'est pas vrai. Ils ont, bon d'accord, ils ont supprimé la vidéo, mais pourtant je voulais commencer par là d'abord. J'aurais bien voulu vous parler de ça, mais c'est pas un souci. On va revenir, on va revenir en arrière. Vous savez, aux États-Unis, hier j'ai légèrement abordé avec vous, ils ont mis la main sur, ils ont mis la main sur un certain nombre de fraudes électorales. Je sais, je vais pas arrêter mon conclusion en direct. Je répète, ils ont attrapé un certain nombre de fraudeurs. C'est en cela que je dis, je le disais aujourd'hui à quelqu'un, je dis moi, la constitution de l'État du Mali, telle que présentée et puis votée par le peuple malien il y a 1 ou 2 ans, constitution dont j'ai participé à la promotion. Vous vous rappelez, quand des jeunes gens s'étaient attaqués au président par rapport à un certain nombre de dispositions, à un certain nombre d'articles, où on a même dit que Assimi a trahi le peuple malien, tout ça, où j'étais sorti, enfin, contre tous, parce que tous, visiblement, étaient contre Assimi. Et seul, j'ai décidé de défendre. J'ai été attaqué, j'ai été insulté. C'est à la suite de cela même que la sécurité d'État m'avait interpellé pour me dire, ils suivent tout ce que je fais. Ils sont très contents et que le grand patron lui-même me reconnaît, leur demande de me remercier pour ce que je fais pour le Mali. Et ils ont dit de faire, bon, l'objectif était d'éviter que nous soyons en déphasage, c'est-à-dire ceux qui étaient contre et la position que j'avais. Alors, je dis, je le répète, j'insiste, la constitution du Mali à l'état actuel ne me satisfait pas, pour plusieurs raisons. La constitution du Mali, il y a beaucoup d'articles qui sont, pour moi, des copier-coller de la constitution française ou d'un certain nombre de pays. Surtout en ce qui concerne le code électoral. C'est là que se trouve mon problème. Je dis, est-ce que le Mali avait besoin de dire 5 ans renouvelables une seule fois? Ça, c'est ce qu'on nous a imposé. 5 ans renouvelables. Vous prenez tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, à l'exception du Togo qui a décidé de sortir du régime présidentiel pour un régime législatif. Et le Sénégal, avant, était dans un septennat illimité. Ouad a mélangé jusqu'à ce que Macky revienne. Et puis Macky a ramené à 5 ans non renouvelables. Pour moi, dire 5 ans non renouvelables, c'est toujours la France. C'est toujours l'Occident. Pourquoi on est obligé de faire 5 ans? C'est la question que je me suis posée, c'est la question que j'ai posée au rédacteur de cette constitution. Pourquoi 5 ans? Même si ce sont des Maliens qui ont rédigé cette constitution, je dis qu'on a copié quelque part quelque chose qui ne répond pas à nos valeurs. Qu'on me montre un seul pays africain qui fut empire ou royaume, où
Parce qu'on a dit qu'il faut que notre constitution désormais reflète notre histoire et notre culture. Quand vous prenez le code électoral, est-ce que ça reflète l'histoire et la culture du Mali? Pas du tout. Mais ils ont dit qu'ils ont voulu préserver les acquis de la démocratie de 1991, avec la chute du régime paix à son âme du général Moussa Traoré et l'avènement de qui? De Alpha Oumar Konaré. Le même Alpha Oumar Konaré qui a handicapé notre armée. C'est la démocratie de 91, les 10 ans du pouvoir de Alpha Oumar Konaré qui a détruit le socle, le soubassement, la fondation du peuple malien et des institutions maliennes en plus de l'armée. Donc les 5 ans de pouvoir de soit 10 ans démocratie, voilà ce que ça crée au Mali. 1. La dégringolade de notre armée. La corruption de nos institutions. La faiblesse de la politique au Mali. Voilà ce que les 10 ans de la soi-disant acquis démocratique. Ça, c'est une réalité que personne ne peut discuter. Parce que si c'était bon, on n'allait jamais connaître de coup d'État au Mali. Si la démocratie telle que on nous dit il y a des acquis, c'est pourquoi je dis, mais monsieur le président, je comprends pas souvent vos ministres, ils parlent d'acquis de démocratie. S'il y avait acquis là, donc ça veut dire que vous, ce que vous avez fait, c'est illégal. Ce que vous avez fait, c'est injuste, parce que vous êtes venu gâter ce qui était bon. Parce que s'il y a acquis dedans, vous imposez pourquoi? Laissez les acquis. J'ai dit, monsieur le président, il n'y a pas d'acquis. Et l'expression acquis, souvent été utilisée pour faire plaisir, soit à l'Occident, soit aux politiciens. Je dis, ayons le courage d'appeler un chien, un chat et un chat. Il n'y a pas d'acquis. Il n'y a pas eu d'acquis. Vous n'avez qu'à regarder l'armée. C'est cette démocratie qui a détruit notre armée. Depuis quand vous avez vu un pays avec une force armée et ce pays-là, l'armée n'a aucun moyen de se défendre. Toutes les armes lourdes ont été détruites. Les avions, les blindés, tout est parti. Au motif qu'on veut la paix. Mais pourtant, il y a un adage fameux qui dit, qui veut la paix prépare la guerre. Je répète, qui veut la paix prépare la guerre. Qui va loin ménage sa monture. Alors, comment on peut prétendre aspirer à la paix et détruire les instruments qui permettent de préserver la paix? Donald Trump dit, c'est fondamental chaque fois que je me réfère à Donald Trump, ne soyez pas frustrés ou gênés. Ça vous permettra de bien comprendre. Nous sommes humiliés. L'Amérique est humiliée. L'Amérique a été rabaissée. Nos partenaires extérieurs, européens et africains, ne nous respectent plus. Pourquoi il a dit ça? Parce que quand les Américains quittaient l'Afghanistan, c'est ça, c'est l'Afghanistan, non, où ils ont fui là. Quand les Américains quittaient l'Afghanistan, je vais voir si je peux vous donner ça. Quand les Américains quittaient l'Afghanistan, permettez-moi, voilà, c'est l'Afghanistan. Alors, voilà ce que Trump dit. Une scène surréaliste à l'aéroport de Kaboul. Un vidéaste amateur filme des Afghans prêts à prendre tous les risques pour monter dans cet avion militaire américain destiné à évacuer les personnels diplomatiques. Même cet hélicoptère ne parvient pas à disperser la foule sur la piste au moment du décollage. La situation est hors de contrôle, des tirs de sommation résonnent, les soldats américains tentent de protéger les appareils militaires. Terrifiés par la prise de contrôle, c'est ça la réalité qu'on essaie de manipuler. Les Américains ont fui de l'Afghanistan.
Raison pour laquelle aujourd'hui, tous les Américains, en tout cas la grande majorité des Américains sont prêts à voter pour Donald Trump et non pas cette menteuse, manipulatrice, mauvaise actrice appelée Kamala Harris. Cette criminelle appelée Kamala Harris. Donald Trump dit, il faut reconstituer la puissance de frappe de notre armée pour restaurer le respect dans le monde. Ah. Donc, il faut une force armée. Il n'y a pas longtemps, le président Assimi Goïta dit, si vous voulez vous développer, si vous voulez devenir prospère, si vous voulez la paix, si vous aspirez à la paix, vous n'avez pas le choix. Vous devez avoir une armée. Le jour où je disais ça, personne ne croyait à moi. Le jour où j'ai dit que Alpha Oumar Konaré doit être entendu par la justice malienne pour avoir trahi le peuple en détruisant nos moyens de défense à la demande des institutions financières européennes, impérialistes, au motif d'aller à la paix. On a brûlé les armes, on a brûlé l'argent des Maliens, parce que ce sont les Maliens qui ont payé. Et les mêmes politiciens, ils ont envoyé les mécaniciens sur les bases aériennes, dans les camps de cantonnement de nos armes, pour aller prendre les moteurs des blindés, des hélicos, des avions, pour aller déposer chez eux comme groupe électrogène dans leur plantation. Et tous les Maliens savent ça, je n'invente rien. J'ai entendu comme tout le monde. Ça a été fait. C'est là que la France a pu avoir la main sur la technologie russe par rapport aux avions que nous avions. La France avait un sérieux problème d'avions de combat. C'est quand elle a pu récupérer, parce que quand vous concevez les avions, il y a des pièces, il y a des éléments cruciaux. Ces éléments-là, c'est votre technologie. Vous faites tout pour ne pas qu'on touche à ces éléments. C'est pourquoi vous voyez, généralement, quand il y a les crashs, les gens vont vite pour aller récupérer un certain nombre comment on appelle ça, des logiciels de l'avion. Ils vont pour éviter que ça tombe entre les mains de certaines personnes. Parce que s'ils ont, ils vont exploiter et puis développer. C'est ce que Poutine est en train de faire aujourd'hui en Ukraine. Toutes les armes que Poutine est en train de récupérer sur le théâtre des opérations par rapport à l'aide de l'OTAN, il est en train de les utiliser, les perfectionner, les réadapter. C'est ce qui crée aujourd'hui. Et c'est ça que les gens craignent aujourd'hui. Mais en réalité, le débat n'est pas encore ouvert ni en Europe ni aux États-Unis. Parce que les gens évitent de créer un petit problème par rapport à la population. Parce que si la population commence à se révolter, si la population commence à se poser des questions, si la population commence à dire pourquoi, c'est pas bon. Donc les gens préfèrent pour le moment ne pas faire ce débat-là jusqu'à ce qu'il y ait une solution, en tout cas entre l'Ukraine et la Russie. Peut-être après le débat va commencer. Et croyez-moi, ce débat-là aura lieu sur les armes que la Russie a récupérées. Parce que la Russie est en train d'exploiter les technologies de ces armes-là. C'est ce que bêtement nous on a fait sans se rendre compte. On ne le savait pas. On a permis à la France d'avoir accès à la technologie russe. Et ça, les Russes n'ont pas pardonné. Il a fallu un Vladimir Poutine pour balayer cela du revers de la main et partir sur de nouvelles bases avec le Mali. Et Assimi l'a dit, on ne sera pas prospère si on n'a pas une armée puissante. Alors, cela nous ramène à un élément important au niveau de l'AES. L'armée que nous voulons bâtir au sein de l'AES, l'armée que nous voulons créer au sein de l'AES, c'est pas une armée avec laquelle il faut s'amuser. Et cette armée-là, chaque pays, je ne vais pas rentrer dans les détails, secret défense, je ne le ferai pas. Même si j'estime avoir certaines informations que personne ne m'a données, mais un homme d'expérience et avec cette faculté de percer les mystères, je peux discuter et personne
Même au niveau de nos différents services de renseignement, personne ne pourra dire que ce que j'ai dit est faux. Mais je ne le ferai pas. Parce que j'ai toujours dit, ce n'est pas par moi que l'ennemi va passer. Mais ce que je peux vous donner comme information, l'armée conjointe qu'on est en train de mettre en place, cette force spéciale, je ne peux pas parler plus que Dieu. Mais s'il y a un seul pays qui pense qu'il peut, après que nous ayons mis sur place cette armée, avec tout le matériel dont ils ont besoin, parce que cette armée, au moins cette information, je peux vous la donner, elle n'est pas secret défense, l'armée de l'AES aura à sa disposition un satellite unique. Je répète, l'armée conjointe qu'on va créer, qu'on est en train de créer, qu'on est en train de mettre en place, aura un satellite personnel. Ce satellite-là ne sera pas partagé ni avec le Mali, ni avec le Niger, ni avec le Burkina. Mais le satellite va travailler uniquement que pour l'état-major, pour le service de renseignement de cette force conjointe. Un satellite uniquement avec un système de balayage radar, juste pour que cette armée-là puisse veiller sur nos mines. Vous allez comprendre pourquoi on doit investir autant d'argent dans cette armée inclusive, cette armée intégrée. Les trois pays ont pris une décision commune: nationaliser nos ressources. Au début, quand le Mali avait créé cette agence, cette structure, vous avez vu, j'ai même eu l'occasion de discuter avec un jeune frère qui n'était pas trop d'accord. Il dit, tel que présenté, il avait ses arguments, hein. Je ne peux pas dire que ses arguments ne tiennent pas la route. Il avait ses arguments, il les a développés. La petite question que je lui ai posée, ce jour-là, il y avait des policiers qui étaient venus, qui voulaient me saluer, il y a plein qui étaient là. Donc, ils étaient dans leur, dans leur pick-up là. Ils sont, un peu à poser. Ils étaient là, on causait, Keïta qui bon. Et puis lui, il a soulevé le sujet. Je lui ai dit, est-ce que tu as pris le temps de lire correctement? Et Keïta, j'ai dit, non, tu n'as pas compris. Assimi ne peut jamais créer une structure qui va être en contradiction avec les intérêts du peuple malien. Et très souvent, le problème, c'est quoi? Les gens eux-mêmes ne lisent pas. Ils ne lisent pas les documents. C'est quelqu'un d'autre qui lit et qui interprète selon sa sensibilité, qui interprète selon qui n'est pas d'accord avec Assimi, et les gens tombent dessus. Oui. Je dis, mais pourquoi vous ne prenez jamais le temps vous-même de lire les choses? Pourquoi vous laissez les autres vous orienter? Et au Mali, 99,99% des informations sont comme ça. Tous ceux qui parlent sur les réseaux, si vous leur posez la question, où ils ont vu, où ils ont lu, Atna ressort. Et s'ils disent qu'ils ont lu, posez-leur des questions précises par rapport à ce qu'ils ont lu. Ils ne pourront pas vous répondre. Très souvent, ils écoutent les autres. Et c'est ça qui est malheureux au Mali. Ils écoutent les autres, ils écoutent les autres, ils écoutent les autres, et ils parlent en fonction, puisque c'est leur ami, puisque c'est leur collègue, puisque c'est une connaissance, pour eux, tout de suite, la confiance n'exclut pas le contrôle. Chez eux, cette théorie-là n'existe pas. Même si je te fais confiance, je peux contrôler quand même. La confiance n'exclut pas le contrôle. Chez eux, ça n'existe pas. Ils te font confiance, c'est fini. Tout ce que tu dis, c'est argent comptant, et puis pas. Tu les vois parler, oui. Mais en réalité, tu leur poses une question précise. Ils seront incapables de vous répondre. C'est pourquoi je leur dis, je souhaiterais que tu ailles te former beaucoup mieux. Parce que ce que tu dis, c'est pas ça. Et parce que moi j'avais lu, et j'ai lu. Ce qu'Assimi a créé, c'est très intelligent. Et c'est la même chose aujourd'hui. Si ce qu'Assimi a fait était mauvais, je ne crois pas que le capitaine l'aurait fait. C'est au regard de ce que cela va donner comme avantage au Mali que le capitaine a fait la même chose au Burkina, que le général n'a pas hésité à nationaliser
l'uranium, le pétrole, tout au Niger. On peut tout dire d'Assimi, mais dire qu'il est contre le Mali ou il n'est pas, c'est pas, est-ce que je dis, vous pouvez ne pas l'aimer. Et d'ailleurs, il n'a jamais demandé à quelqu'un de l'aimer. Il dit de le juger sur le résultat. On lui a demandé de faire un travail, il est en train de faire le travail. Vous allez le juger à la fin du travail. C'est-à-dire que, voilà quelqu'un, vous êtes en classe d'examen, on vous a donné les sujets, vous êtes en train de composer. Vous n'avez même pas fini de composer et puis quelqu'un vient et dit vous avez réussi ou vous avez échoué. Mais c'est la bêtise. Parce que vous êtes assis, tout le monde est en train d'écrire, vous êtes assis, vous êtes en train de réfléchir, automatiquement vous regardez et dites vous avez échoué parce que vous n'écrivez pas. Mais alors que, quand vous allez commencer à écrire, peut-être, sur l'ensemble des sujets, vous allez prendre 2 ou 3 parties qui vont vous donner la moyenne supérieure. Et puis, il y a 1 ou 2 que vous allez laisser. Mais les 2 ou 3 que vous allez traiter, déjà vous donnent 16 sur 20. Les 1 ou les 2 que vous n'allez pas traiter, peut-être que ça ne représente que 4 ou 3 sur 20. Mais vous traitez les autres et puis, est-ce que parce que vous êtes assis là, tout le monde est en train d'écrire, ce que cela signifie que vous n'allez pas? Donc, c'est ce qui se passe avec nos différents pouvoirs. Les gens regardent et puis ils jugent. Alors, j'ai posé la question à quelqu'un aujourd'hui, je dis, le fait que vous ne voyez rien, est-ce que cela veut dire que rien ne se fait? Ah, oui, oui. Il s'est assis comme ça, puis il m'a regardé. Il dit, c'est pas parce que tu ne vois rien que rien ne se fait. Et il y a un temps pour tout. Moi, par exemple, par rapport à mon business, il y a un temps où les gens appellent, ils prennent des infos. Et puis, il y a un moment où ce sont les commandes même, et souvent ça casse même le plafond. J'ai tous les problèmes, on me dit, hey, ton compte là ne peut plus prendre l'argent parce que c'est trop. Je suis obligé de trouver autre moyen pour répondre aux besoins des gens. Ça, c'est des choses qui arrivent. Il y a des moments, il y a des phases d'observation, et puis il y a des phases pratiques. Donc, pendant les phases d'observation, c'est pas parce que vous êtes en phase d'observation que rien ne se fait. Quelque chose est en train de se faire. Et c'est là que je demande aux Maliens d'être observateurs. Ne soyons pas émotionnels, émotifs. Oui, aujourd'hui, Ibrahim se dit que le Burkina a pris un temps énorme. Et il veut rapidement réparer le retard. Assimi se dit, les politiciens ont créé tous les problèmes dans ce pays. Je ne veux pas aller dans la précipitation pour tomber dans le même piège que les politiciens. Donc, je vais aller étape par étape. Assimi a son tempérament, le capitaine a son tempérament. Vous voyez de tous les 3 chefs d'État qui parlent beaucoup, c'est le capitaine. C'est le capitaine. C'est maintenant qu'Assimi, on le pousse à parler. Assimi n'est pas du genre à parler. Il parle pas. Alors, quelqu'un qui est comme ça, vous voulez absolument qu'il sorte et dise, wow, on me dit les politiciens, je dis il n'est pas politicien. D'ailleurs, il y a un sujet que je vais développer tout de suite avec vous. C'est une parenthèse. J'ai dit nos États, et c'est par rapport à ça que j'ai dit que je ne suis pas d'accord avec l'actuelle constitution. Et mon souhait, c'est que Assimi revienne pour changer la constitution, surtout la loi électorale. Le nombre de mandats, ça ne correspond pas à nos valeurs. Le nombre de mandats, 5 ans renouvelables une fois, ça c'est l'Occident, ça c'est l'impérialisme, ça ce n'est pas nous, c'est pas notre histoire, c'est pas notre culture. Monsieur le Président, il faut changer ça. Ça ne correspond pas à nos valeurs. Je vous jure au nom de Dieu, le Burkina ne fera pas ça. Parce que le Burkina a déjà donné des orientations. Et les orientations du Burkina, j'ai dit ça aujourd'hui, je vais continuer à le répéter. La loi électorale du Burkina, il y a une idée fondamentale de Keïta qui est déjà, que le capitaine a demandé aux constitutionnalistes du Burkina de travailler sur cette idée. Et tout le monde, ça, je ne me vante pas. C'est pourquoi je dis, je n'ai pas vécu inutilement. Au moins, la nouvelle constitution du Burkina, pour moi, pour faire la rupture avec l'impérialisme, j'ai dit, pourquoi on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça. Mais Ibrahim a répété la deuxième fois devant tout le monde. Les gens m'ont dit, mais Keïta, attention, est-ce que tu n'avais pas? J'ai dit, quoi, d'accord. Le jour où je vais déménager au Burkina, ne me pose pas la question, pourquoi tu as déménagé au Burkina? Parce que je me sens plus en phase. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand vous parlez, et puis les gens réfléchissent, ils disent, attendez, on peut utiliser ça. Il n'y a pas de honte à cela. Il n'y a pas de honte. Là où souvent, moi, je suis un peu frustré,
On a l'impression que ceux qui sont autour de nos responsables, il y a des gens qui sont là, qui jettent un peu de temps en temps le sable dans les yeux de nos autorités pour les empêcher de voir certaines réalités. Bon, voilà combien de temps ils vont faire ça. Mais pourtant, le général n'a pas besoin. Vous pouvez imaginer que le général a fait de Kémy Séba son conseiller spécial et lui donner un passeport diplomatique. Au Mali, ici, là, c'est quel activiste qui a été reçu par le président juste pour dire merci pour le combat que vous faites? Personne. Qui a été fait? Qui le Premier ministre a appelé pour dire ce que vous faites, le pays vous le reconnaît? Personne. Qui le ministre d'État Abdoulaye Maïga a appelé pour dire le pays vous reconnaît? Personne. Qui, encore, là où j'ai été plus blessé que vous ne pouvez l'imaginer, c'est quand notre ministre des Affaires étrangères allait ramasser les Togolais puis les Béninois pour les amener chez nous ici. Et puis je regarde, je dis, ah, monsieur le ministre, vous nous avez insulté. Donc dans tout le Mali, il n'y a pas quelqu'un. C'est ceux-là. Parce qu'ils ont des petits studios de télévision, des radios. Ceux-là, ils peuvent. Mais pourtant, le palabre que nous on fait ici, là, c'est chez nous à la maison, on n'a pas besoin de studio, on n'a pas besoin de télé. On n'a pas besoin de plateau de télé, de radio pour. Est-ce que le monde entier ne me voit pas en ce moment? Est-ce que j'ai besoin d'une chaîne de télévision? Mais le blanc a facilité le travail. L'essentiel, c'est d'acheter l'équipement qui va avec, et Dieu merci, tout ce que j'utilise, par la grâce de Dieu, c'est pas moins d'1 million, les téléphones que j'utilise. Je le dis, je me vante, oui. Et il y a des petits appareils là qui sont ici connectés pour filtrer le son, de sorte qu'aucun bruit ne puisse passer. Ça encore, si je vous dis le prix d'un seul, vous allez fuir. Même à l'heure tiens, vous n'allez pas trouver ça là-bas. Je suis clair, même à l'heure tiens. L'argent que moi je peux mettre personnellement dans le matériel, je vous jure au nom de Dieu, même si leur thème, l'argent qui n'est même pas pour eux, c'est pour l'État, là, même point pour faire savoir réfléchir. La lumière là qui est là, là. Le juge a acheté ça, les gens m'ont regardé, ils n'ont pas cru. Quand j'ai vu, j'ai dit, ça fait combien? On m'a dit, j'ai dit, faites descendre, emballez, mettez dans ma voiture. Parce qu'on le fait. Et je m'en vante parce que la qualité de l'image, vous voyez. La qualité du son, vous voyez. Et ça, là, c'est pas l'argent de quelqu'un. Mais quand vous faites ça pour votre pays, et puis on va ramasser des gens pour vous amener dans votre pays, ceux-là, ils peuvent vous dire quoi? Ils peuvent faire quoi? Depuis ils sont venus là. Ils ont fait quoi? Eux-mêmes chez eux, c'est la merde qui est là-bas. Ils sont incapables même de dire la vérité à Fort Yassimi. C'est eux là qui vont venir faire parler d'Assimi Goïta. Parce que pour dire à quelqu'un veut faire mon palabre là, il faut regarder d'abord chez lui quel palabre il fait. Les Togolais, les Béninois, que Abdoulaye Maïga, ça faut la bien job à mener ici là. Ils sont capables de parler à Fort Yassimi. Ils sont capables de parler à Patrice Talon. Mais c'est eux qui sont venus ici pour dire quoi? Les Camerounais aussi qui étaient dedans là, tels que Alain Foucault. Alain Foucault, je le respecte. C'est un grand journaliste, je le respecte. Mais Alain Foucault, il fait l'éveil de la conscience, mais Alain Foucault, il sait pertinemment, c'est pourquoi il a créé, quand il a créé sa structure, Massa, il a demandé que ceux qui veulent créer des Massa au niveau de leur pays, qu'ils rentrent dans son site, et puis ils verront comment. Parce qu'il sait que lui, il peut pas couvrir toute l'Afrique. Il peut pas. Et si il veut que son truc Massa soit efficace, il faut qu'il travaille avec des gens, avec des locaux. Mais est-ce que nos dirigeants comprennent ça? C'est pourquoi quand on a dit qu'il faut construire la communication de l'AES, et j'ai vu qu'ils ont fait quelque chose, personne, on n'a rien compris dedans, ils ont fait communication. Même la dernière fois, Abdoulaye Maïga, quand il venait de dire, on voit des gens dire, alors, ça coûte quoi de contacter les gens, donnons-nous la main, le ministre il revient. C'est comme si on vous a dit, et puis vous avez boudé, vous avez refusé d'aller. Mais personne n'a été informé de l'arrivée d'Abdoulaye Maïga. Personne. C'est ça qui rend les choses compliquées au Mali. Alors, vous commencez à comprendre que, au lieu de dire, Assimi Goïta, Ibrahim est en train d'aller plus vite, on a qu'à regarder entre nous. Voilà ceux qui mettent le pays en retard, et c'est ceux-là qui sont à côté de nos dirigeants. Des gens qui, déjà, leur cœur, là, ils ont quelque chose contre les autres. Tu n'as rien fait, hein, mais tu es déjà catalogué. Et il y en a aussi, beaucoup parmi eux, je m'excuse du peu, je ne vais pas manquer de respect à quelqu'un, il y en a aussi qui sont complexés.
de par le niveau de certaines personnes, en l'occurrence Keïta. Ils me le disent. Ils ne cachent même pas, ils le disent. Donc, ça fait que eux-mêmes là, appelé Keïta dans certaines choses, tu as dit, nous voulons qu'on a fait tiens, là-bas, mais c'est Keïta a besoin de quelqu'un. Lui, il dit le pays. Si je voulais travailler, vous croyez réellement que je ne sais pas comment faire les courbettes pour travailler auprès de ceux-là? Vous croyez réellement que je ne sais pas faire la courbette? Je sais le faire, mais je ne le ferai pas. Donc, donc vous voyez, quand les gens disent Ibrahim, parce qu'Ibrahim ne ferme pas la porte. Ibrahim, il a un contact direct. Ibrahim parle. Ibrahim crée les opportunités. Mais ici, nos responsables, ils ont permis à certaines personnes de créer une sorte de comment on appelle ça, de mur de Berlin entre eux et ceux qui ont décidé de les accompagner gratuitement. Sinon, comment vous pouvez imaginer jusqu'à la date d'aujourd'hui qu'il n'y a aucune structure mise en place par la transition, une structure qui soit opérationnelle sur les réseaux sociaux. Comment vous pouvez? Mais la seule chose, si vous dites quelque chose qui n'est pas conforme, tout de suite vous allez recevoir une convocation. Le procureur dit, ah, je me suis auto-saisi. Comment ils appellent ça, cybercriminalité. C'est comme si on a créé ça contre les activistes. C'est tout ça qui n'est pas joli à voir. C'est tout ça qu'il faut éviter. Ibrahim va jamais permettre à la justice, même si un activiste défend la transition du Burkina, il a commis une erreur. Ibrahim va jamais permettre que cette personne soit interpellée. Il est au courant, il va lui toucher à blanc. Laissez-le. Ce qu'il fait pour le pays là, vous faites la moitié. Vous qui voulez l'interpeller là, vous faites la moitié. C'est ça. Au moins, si vous ne voulez pas aider les gens, au moins, il faut protéger un tout petit peu ceux qui décident de vous accompagner. C'est important. Donc souvent, quand les gens disent comme ça, il faut souvent aussi regarder les circonstances et les contours des choses pour mieux comprendre. Alors, donc quand vous regardez ici, c'est la fermeture de la parenthèse, on revient à notre direct. Quand vous regardez les Américains ici, ils disent, il faut une armée. Nous devons reprendre le contrôle. Nous devons reprendre notre position. Mais pour reprendre notre position, il faut reconstruire notre armée. Pour reprendre notre position, il faut rebâtir une armée forte et puissante pour qu'on nous craigne. Mais c'est ce qu'Assimi dit. C'est ce que le capitaine veut. C'est ce que le général propose. Voilà pourquoi la force conjointe de l'AES, je vous jure au nom de Dieu, je n'ai pas trop envie d'en parler, mais je vous donne juste une idée. Ne vous amusez pas avec ce qui est en train d'être mis en place. Parce que les enjeux sont énormes. Alors aujourd'hui, le Mali sait, à peu près. Assimi Goïta a dit, le Mali n'est pas pauvre. Le Mali n'est pas pauvre. Mais ça veut tout dire. Mais quand il dit le Mali n'est pas pauvre, quand il dit le Mali n'est pas pauvre, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Pour qu'on mette en valeur cette richesse, pour qu'elle soit profitable au peuple malien. Ah, il y a un boulot, hein. Souvent les gens disent, ah, il y a des usines là, ah, il y a des trains là, ah, il y a des avions là, ah, il y a des na. D'accord. Mais d'accord. Alors Assimi dit, comme toi tu dis tu vois pas, et que qui est là, Assimi ko, comme Mali te fanta jamane, Burkina te fanta jamane, Niger te fanta jamane, mais konga, nango kame barake ka jamana ka here na ka kuna wolo, ni sutra sora kona la ko, ateta mu ko, namanga sora su ko labe. Fin bambou à exploiter des, et mais c'est la réalité. Comment exploiter les richesses d'un pays riche en ressources naturelles sans que ce pays qui est indexé comme étant la base du terrorisme, comment croyez-vous que nous allons atteindre ce niveau de développement? Mais les terroristes, tout de suite, ils vont demander aux terroristes de nous attaquer.
ils vont tout de suite demander aux terroristes de passer à la phase active. Ils vont demander aux terroristes de faire ceci, de faire cela. Donc, pour nous empêcher d'exploiter nos ressources, pour que la richesse soit partagée et que les opportunités soient données à chaque personne au sein de l'AES, vous croyez que pour construire cette centrale, regardez, je vous donne un autre exemple. Pourquoi l'Ukraine a tenté de faire une percée à Kursk, cette région russe qui est frontalière à l'Ukraine? Parce qu'ils voulaient prendre la centrale nucléaire de la Russie et puis aller aux négociations à la Russie. Quand Poutine a compris que l'Ukraine veut s'accaparer, il a dit au chef d'état-major, au ministre de la Défense, si l'Ukraine s'approche d'un centimètre, d'un kilomètre de cette centrale, vous allez tous le payer. Est-ce que l'Ukraine a pu? Aujourd'hui, Kursk est devenu leur cimetière. Il n'y a plus moyen de sortir. Il n'y a pas de renfort. Et ils se livrent par centaines, par milliers, parce qu'ils ne peuvent pas. C'est un déluge de feu. C'est l'enfer qu'ils vivent là-bas. Vous croyez réellement que nous allons construire une centrale nucléaire pour nous approvisionner en énergie et on va faire ça comme ça, comme on a l'habitude de faire nos barrages et puis on va laisser. Vous croyez? Vous croyez? Est-ce que vous avez une idée? Ces centrales-là, je vais vous donner une petite idée. Ce que j'ai toujours dit est que nos responsables, nos présidents ont pris acte. Nos centrales seront entourées de mines. Mines personnelles, mines anti-chars, mines contre les blindés. Tu passes là-bas, mon frère, tout est fini. Ta voiture passe, elle explose, elle saute sur une mine. Ton char passe, c'est une mine qui est là. Donc, il y aura des périmètres de sécurité de 5 km, 10 km, voire 20 km. Chaque fois que vous approchez de la centrale, il y a une étape sécurité. Donc, pour traverser, pour arriver là-bas, là. C'est pas petit. Attendez, TikTok me demande un petit truc là, on va y aller rapidement essayer de faire ça. Ils me disent que c'est le temps de faire ma petite pause café. Hein? Donc on va faire la petite pause café, d'accord? Et puis on va revenir, comment on appelle ça, pour continuer avec la centrale nucléaire du Burkina. Alors ce qu'il faut retenir, juste la petite pause café. Tous me demandent de faire pause café. Parce que quand tu fais une heure de direct, il t'envoie des messages pour arrêter, quoi. On peut pas arrêter, mais faire une petite pause. Alors, je voudrais d'abord, c'est la petite pause, hein. Je voudrais d'abord remercier les uns et les autres par rapport à nos produits. Je vais m'adresser beaucoup plus aujourd'hui aux femmes, aux hommes et puis aux enfants. Je vais commencer avec les enfants. Vous pouvez avoir des enfants avec des difficultés, c'est-à-dire avec des infections sérieuses, des infections cutanées surtout. Les infections cutanées, ce sont les plaies sur la peau. L'origine de ces infections cutanées, elle est interne. Vous savez, très souvent, les enfants à un certain âge, ils ont de la peine à pouvoir parler. Pas qu'ils ne peuvent pas parler, mais venir dire j'ai ça, souvent c'est pas facile avec les enfants. Alors, le premier conseil que je vais demander à nos mamans, à nos frères, faites beaucoup attention aux enfants aux alentours. Écoutez les enfants. Parce que souvent, l'enfant, il peut être renfermé sur lui-même alors qu'il souffre sérieusement. Alors, les gens peuvent penser aussi que les produits que nous vendons ne peuvent pas soigner les enfants, c'est seulement pour les adultes. C'est pas vrai. Il y a un dosage précis pour les enfants, comme il y a un dosage précis pour les adultes. Donc, aussi bien les enfants que les adultes, les produits que nous vendons peuvent traiter les deux cas de figure. Gaussou, qui n'a que 7 ans, je lui donne ça. Et bon, mais il y a une façon de lui donner. Le dosage n'est pas la même chose que pour moi, qui suis un adulte.
Ça, c'est un. Deuxièmement, les enfants aussi, si vous avez, par exemple, vous allez à l'hôpital, après analyse, après observation, et puis le docteur vous dit voilà, 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 vous n'avez pas à vous inquiéter. Nous, on est là. On a une oreille attentive. On vous écoute. Très souvent, pour les enfants à un bas âge, très souvent, très souvent, à moins que je ne sache pas, sinon, si au départ je suis informé, c'est rare que je prenne l'argent par rapport aux enfants. C'est rare. Je répète, c'est rare. Au niveau des femmes, vous pouvez avoir, il y a des femmes avec des infections qui les indisposent. C'est-à-dire que vous avez même des problèmes pour vous exprimer en public. Vous avez des problèmes même pour aller en public. Vous avez des difficultés pour vous asseoir en public liées aux infections. Souvent, c'est les infections qui sont liées à votre intimité et qui vous indisposent sérieusement. Par la grâce de Dieu, on peut vous aider dans ce sens. Vous qui avez les trompes bouchées, vous êtes à la ménopause, une ménopause précoce, c'est-à-dire que vous allez à votre ménopause alors que ce n'est pas le moment. Ça, c'est un sérieux problème. Et je vais déconseiller aussi les femmes qui font des injections pour éviter, en fait, des femmes qui ont une vie sexuelle instable. Ou des femmes qui, peut-être après un enfant, vont faire des injections pour éviter de tomber enceinte. Vous savez que ces injections-là ont des effets secondaires. Parce que quand vous empêchez vos règles de venir à travers l'injection, et quand vous êtes prête, vous voulez avoir maintenant d'autres enfants, quand vous allez pour qu'on vous retire ce que vous avez placé, ce que vous découvrez, la nature du sang qui sort, l'odeur nauséabonde, vous savez tout de suite que vous avez fait quelque chose qui n'est pas bien. Forcément, cela aura des répercussions. Il y a une façon naturelle de le faire sans en arriver à cette procédure drastique. Donc, une fois de plus, à nos sœurs, si vous voulez réguler, espacer vos naissances, il y a une façon de le faire. Mais de grâce, arrêtez ces injections-là qui vont vous détruire. À long terme, les séquelles sont irréparables, les séquelles sont difficiles, et quand les maladies commencent, généralement on peut rien faire pour vous, parce que vous avez été à l'origine même de cela. Maintenant, vous avez les trompes qui sont bouchées, vous avez les kystes, vous avez les fibres, vous avez, comment on appelle ça, l'hernie discale, colopathie, vous avez le cancer, vous avez le diabète, l'hypertension, le VIH-Sida. Keïta ne décrète pas quelqu'un malade de ceci ou de cela. Keïta dit, allez voir votre médecin, faites vos analyses, que disent les résultats? En fonction des résultats, Keïta vous propose un traitement. Au terme du traitement, Keïta vous dit, retournez faire les mêmes analyses pour que les analyses confirment effectivement votre guérison. Donc, par rapport aux petits idiots qui ont souvent vous savez, je suis à l'aise quand je parle parce que les gens essaient de passer par tous les moyens, profiter de la politique pour dire, bon, est-ce que ici, Keïta dit à que, moi, c'est pourquoi quand les gens disent, est-ce qu'on peut faire une consultation? Je dis, qu'est-ce que le docteur vous a dit? Keïta ne consulte personne. Vous dites ce que les analyses révèlent. Et je vous fais une proposition en fonction de la pathologie qui est décrite par les analyses médicales. Et ensuite, quand vous finissez le traitement, même quand vous dites Keïta, ça va mieux, je dis retournez faire les analyses pour que le docteur donne sa position. Même si je sais qu'il va dire autre chose, parce que souvent par rapport à l'hépatite B, par rapport au cancer, par rapport au sida,
les mêmes médecins, c'est pas tout, c'est parce que je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de médecins qui donnent mon contact aux personnes pour m'appeler. Et ceux-là, je leur dis infiniment merci. Mais je parle des médecins qui, on comprend pas, on n'a pas compris, on n'a pas compris. Mon frère, tu as bien compris. Comment toi, tu guéris pas quelqu'un, la personne guérit, et puis tu dis, je comprends pas. Pose la question, est-ce que tu suis un autre traitement différent de ce que je te donne? Voilà qui est honnête. Et la personne peut dire, oui, je le fais. Ou elle peut dire, ah, je le fais pas. Mais si tu ne poses pas, tu dis, je comprends pas. Tu comprends pas, c'est vrai, oui. Parce que tu ne pouvais pas imaginer que la personne pouvait guérir. Maintenant qu'elle est guérie, tu dis, je comprends pas. Mon frère, tu comprends très bien. Pose-lui les bonnes questions, elle va te répondre. Est-ce que vous suivez d'autres traitements en dehors de ce que je vous ai prescrit? Parce que ce que je vous donne n'est pas en mesure de vous guérir, alors que nous constatons à travers les analyses que vous êtes guéri. Que s'est-il passé? La personne va vous dire exactement, parce que ça permettra à la personne quand même de témoigner, et le témoignage vous permettra, vous, docteur, de dire à la personne, ah d'accord. Donc s'il y a des cas similaires, d'orienter les personnes vers Keïta, par la grâce de Dieu, pour que ces personnes-là puissent se trouver la guérison. D'accord? On va revenir après avec développer en long et en large. C'était juste notre petite pause café parce qu'on va revenir après pour vous donner toutes les informations nécessaires avec le numéro de téléphone de Keïta, comment joindre Keïta, comment contacter Keïta à travers le WhatsApp, évidemment, pour qu'on puisse échanger en long et en large. Alors, on va continuer avec la deuxième partie de notre intervention du jour en ce qui concerne évidemment l'AES, en ce qui concerne surtout le Burkina Faso. Mais avant, on va écouter ceci. Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur Alassane Ouattara, votre candidature aux prochaines élections présidentielles, contrairement aux engagements que vous avez solennellement pris devant le peuple ivoirien. Toute ma vie d'artiste, au nom de ma loyauté, j'ai milité pour le peuple. J'ai milité pour les plus faibles. J'ai sacrifié une grande partie de ma carrière pour défendre la paix, l'amour, l'unité et la prospérité dans mon pays. Par conséquent, mon intervention s'impose, car l'heure est grave. Monsieur le Président, on ne bâtit pas un pays sur un régime de peur. On ne bâtit pas un pays en exilant ses fils et en emprisonnant les porteurs d'idées opposées. En succombant à la tentation et à l'éternité politique, vous risquez de faire sombrer la Côte d'Ivoire dans un chaos que nous croyons éloigné à jamais. Allez-vous sacrifier tout ce que vous avez bâti pour vous classer du mauvais côté de l'histoire de notre pays? Allez-vous tomber sans résister dans le destin tragique des chefs d'État africains obsédés par le pouvoir? Monsieur le Président, vous avez encore une chance d'échapper aux prédateurs qui s'agitent autour de vous pour leurs intérêts et non le vôtre. S'il n'y a aucune personne dans la jeune génération compétente pour vous succéder, vous avez dès lors, Monsieur le Président, échoué. Et il faut le reconnaître en renonçant à ce mandat qui sera le mandat de trop. Car le peuple ivoirien qui vous a porté, qui vous a accompagné à la magistrature suprême, pourrait vous manquer de respect. En vous remerciant en avance pour votre attention, je vous prie, Monsieur le Président, de retenir que je sais prévenir, je ne sais pas guérir. Je vous remercie. Alors, ce message, on l'a décortiqué la dernière fois. Voilà, permettez-moi de continuer. Voilà quelqu'un, c'était Yacouba Traoré. Keïta, tu fais une mauvaise analyse sur la politique américaine. Trump est un gros problème. Moi, je m'en fous s'il est un problème pour toi. Vous savez, quand les gens sont
perverti moralement, intellectuellement, psychologiquement, culturellement, sociologiquement, historiquement, tel que ce gars. Je réponds parce qu'il y a des gens certainement qui vont lire son message qui n'a aucun sens. Donc je réponds pour que les gens comprennent ma position. Tu connais pas l'Amérique mieux que moi. Peut-être, si jamais même tu es là-bas, peut-être que tu es un petit chauffeur de taxi ou tu travailles, je sais même pas si tu es là-bas. J'ai travaillé dans la haute sphère aux États-Unis. Dans le milieu politique, j'ai travaillé aux États-Unis. Il n'y avait pas de noirs, petit. J'ai travaillé avec ce qu'on appelle les caucasiens, c'est-à-dire les hommes blancs, à Hollywood. Donald Trump, si tu ne connais rien, tu la fermes. Moi, c'est le conseil que je te donne. Yakou Traoré, tu connais rien, tu la fermes. Je ne soutiens personne sans prendre le temps de connaître la personne. Je ne soutiens personne, je ne défends aucune cause si je ne prends pas le temps de... Bon, voilà des pervertis qui vont écouter n'importe quoi, des journalistes qui disent des bêtises, c'est pas de ça que je parlais tout à l'heure. Il y a des gens qui parlent, vous allez leur poser la question, mais pourquoi tu dis ça? Il sera même incapable même de répondre. Maintenant, quelqu'un comme ça là, tu vas lui poser la question. Pourquoi Trump est un problème? Il ne pourra pas répondre, il va répéter seulement comme un perroquet ce que certains journalistes opposés à Trump vont dire. Mais quand tu lui demandes, qu'est-ce que tu sais de Trump? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est problème. Quel est le problème? Il ne pourra jamais vous répondre. Jamais. Jamais. Et tu me dis, pourquoi Trump est un bon candidat? Mais je vais te répondre tout de suite. Trump est un bon candidat parce qu'il est contre l'immigration illégale. Alors si tu es là-bas illégalement, commence à préparer tes bagages parce qu'il va te foutre dehors. Si tu es là-bas illégalement, si ça court ça, c'est un problème là. Mon frère, commence à préparer tes bagages parce qu'il va te foutre dehors. Je suis contre l'immigration illégale. Ça, c'est un. Trump se bat pour donner une meilleure position à son pays. Ça veut dire quoi? Il se bat pour donner les opportunités aux Américains. Ce que nous demandons à notre président dans le Sahel. Créer les opportunités. Quand vous ne savez rien, vous fermez vos gueules. Moi, je peux faire là une conférence de presse sur Donald Trump jusqu'à demain matin et puis donner toutes les raisons pour lesquelles je le soutiens. Mais toi, tu ne peux même pas donner. Tu dis c'est un gros problème. Un gros problème, ça veut dire quoi? Un gros problème là, c'est une position. Un gros problème, c'est un argument. Un gros problème là, ça veut dire quoi? C'est un gros problème, ça veut dire quoi? Il t'a fait quoi? Qu'est-ce que tu lui reproches? Qu'est-ce que tu attends de lui, il n'a pas fait? Mais vous venez parler de n'importe quoi, de bêtises, vous ne comprenez même pas. Pendant le mandat de Donald Trump, il a créé autant d'opportunités d'emploi parce que ça, c'est ça aussi le problème, pour les latinos et les noirs. Il a dit, parce que il y a une chose aux États-Unis que ces petits-là, quand ils sont là-bas, ils savent pas. Et c'est eux-là qui veulent vivre sur le dos des Américains, sincères et honnêtes. Vous allez aux États-Unis aujourd'hui, votre souhait, je dis, mais votre souhait, qu'on vous inscrive dans ce qu'on appelle le système d'allocation. Vous n'avez pas c'est-à-dire vous acceptez, vous-même vous acceptez votre femme. Et puis vous dites au gouvernement, ce n'est pas l'argent, je ne peux pas nourrir mon enfant. Trouvez-moi une maison. Et puis le gouvernement vous donne une maison. Food stamp, c'est-à-dire, on vous donne une carte pour la nourriture. Chaque fin de mois, l'argent va directement dans votre compte. On vous donne, on vous donne, on vous donne, on vous donne. Voilà des gens comme ça. Et Trump dit ça. La mendicité constitutionnelle, la mendicité perpétuelle, la mendicité sociologique, historique, je n'en veux pas. Que chacun travaille, c'est le mérite. Voilà ce qui dit qui est mauvais ici. Je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas où tu vis. Peut-être que tu ne sais même pas de quoi tu parles. Tu es venu dans direct de Keïta. Tu crois peut-être que tu peux contredire Keïta. Est-ce que tu crois que tu as l'intelligence, l'expérience, la sagesse, la compréhension pour contredire Keïta? Gros problème là, ça ne veut rien dire. Gros problème là, c'est quoi? Toi-même, tu as un gros problème ici parce que tu avais écrit une bêtise, tu as un gros problème. Ça me dit Keïta, pourquoi il a un gros problème? Maintenant, je vais te définir, je vais te développer pourquoi tu as un gros problème. Tu as un problème avec Trump et tu es incapable de développer ton argumentation. C'est un gros problème. C'est comme ça que tu vas élever tes enfants. C'est comme ça que tu crois que c'est ça. Depuis que tu es assis là, ça fait 1h23. Est-ce que je suis en train de balbutier? Non.
Je suis en train de dire des choses sans répéter les mêmes choses. Depuis 1h23. Et là, je n'ai même pas encore fini. Et toi, tu crois que tu es assez intelligent pour venir raconter ta petite vie de merde de Trump, c'est un problème. Bon, si c'est un problème, il faut le tuer. Alors, on a écouté Frédéric Ewe-Mewe. Pourquoi Frédéric Ewe-Mewe parle ici? Je vais vous dire une chose. Beaucoup d'Ivoiriens, certainement, auraient souhaité ne pas parler. Mais pourquoi beaucoup d'Ivoiriens aujourd'hui estiment qu'il faut qu'ils parlent? Nous disons infiniment merci au capitaine Ibrahim Traoré, qui a osé. Il n'a pas seulement osé. Il a poussé les boutons au-delà de ce qu'on pouvait accepter, au-delà de ce qu'on pouvait imaginer, au-delà de ce qu'on croyait possible. Ils n'ont pas besoin d'élections chez eux. Chez nous, pardon. Je disais à un de mes jeunes frères aujourd'hui, je dis, tu sais, l'élection est la seule chose que je peux appeler politique. En dehors des élections, je ne vois même pas le concept politique. En quoi le concept politique doit s'appliquer? La politique se résume tout simplement à un choix. Qui vous voulez voir comme dirigeant? Qui vous voulez voir comme responsable? Le reste, c'est du verbiage creux. La politique se limite uniquement à opérer un choix. La liberté de choisir celui que vous voulez comme dirigeant. Le reste, c'est du verbiage. Je vais vous expliquer pourquoi. Avant cette histoire de démocratie ou de politique dont nous parlons aujourd'hui, est-ce que avant, au moment où c'était l'Empire du Mali, on faisait pas la politique à cette époque? Mais quel était le nom qu'on utilisait pendant l'Empire du Mali, le Royaume du Mali, le Royaume de Songhai, tout ce que vous connaissez? Les grands empires, les empereurs, les rois, les chefs traditionnels. Mais il y avait ce qu'on appelle l'organisation sociale de la société. Mais que nous pouvons appeler politiquement, que nous ne pouvons appeler philosophiquement, l'organisation socio-politique de la société. Parce que la politique implique le débat idéologique, le concept idéologique, la vision idéologique. Voilà moi ma vision, comment je veux diriger mon pays. Voilà lui, sa vision, comment il veut diriger le pays. Voilà le sens de la politique. En dehors de ça, il n'y a plus d'autre politique. C'est le choix que nous opérons. C'est le choix que nous laissons à l'approbation de ceux qui veulent nous accorder leur suffrage. La politique est vraiment banale. Le reste là, c'est verbiage, je le répète. Pourquoi? Chez moi à la maison, dans ma famille, en tant que chef de famille, je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me dire comment élever mes enfants. Mon père m'a légué une éducation. Cette éducation, je la transmets à mes enfants en veillant à l'adapter aux réalités du jour. La manière dont nos papas nous ont coincés, je ne peux pas coincer Gaussou comme ça, mais j'adapte ce qu'ils ont fait en coinçant Gaussou, mais pas de la même manière que mon père l'a fait. Parce que lui-même, il nous a coincés, pas de la même manière que son père a fait. Lui-même, son père et son père, donc au fil du temps, au fil du siècle, au fil de l'histoire, on adapte et puis on avance pour maintenir le socle social de la vie en communauté. Alors, dans mon voisinage, la vie que je mène avec mes voisins, dans le même quartier, c'est de veiller à ce que je comprenne ceci. Ma liberté prend fin là où la liberté des autres commence. Ils ont le droit de faire ou de ne pas faire. S'il y a des violations, s'il y a des choses qui sont incompatibles avec les normes de la société, je me réfère à une institution, c'est-à-dire une institution judiciaire, c'est-à-dire la police.
Alors, parce que l'organisation de la société n'a pas commencé avec la démocratie, soi-disant, d'ailleurs, la démocratie a commencé quand? La démocratie a commencé en 1789, je crois, 14 juillet 1789, la Révolution française. Mais la Révolution française a été inspirée par qui? Inspirée par des réflexions philosophiques, qui a dit, il faut détruire la société avec la vision actuelle, la monarchie actuelle, la royauté, les empereurs. Ce sont des ennemis du peuple. Il faut les... Mais vous n'avez pas eu l'idée des empereurs qui ont été égorgés, des reines qui ont été égorgés, tout ce que vous avez, la dynastie, ils ont tué tout le monde. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, c'est eux, les ennemis du peuple. Donc, il faut instaurer un nouveau système. Le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. L'expression populaire dans la liberté souveraine et légitime. Voilà d'où est parti le fondement du concept même de la démocratie. Mais, comparer ou faire de la démocratie comme la démocratie égale la politique. Non. Même les régimes autoritaires, les régimes de dictateurs, ils font leur politique. La politique, c'est la gestion sociale de la société, c'est tout. Cette mauvaise interprétation du concept de la politique a créé de sérieux problèmes. Je répète, cette mauvaise interprétation de la politique a créé, quand nos pays étaient encore, enfin, quand nos États, entre griffes, quand nos peuples vivaient encore sous l'emprise des royaumes. Mais la politique existait à cette époque. Quand c'était les empires, la politique existait. La politique n'est rien d'autre que l'organisation sociale de la société. Voilà la politique. Maintenant, la démocratie, si on vous pose la question entre la démocratie et la politique, qu'est-ce qui est qui vient avant qui? Est-ce que c'est la démocratie qui vient avant le peuple, avant la politique, ou c'est la politique? Mais la démocratie a trouvé la politique comme une norme sociale de gestion. C'est par rapport aux égarements, aux erreurs de la politique que la démocratie a vu le jour. On a tué l'élite, on a tué les monarques, et on a dit que le pouvoir revienne au peuple. C'est ça la démocratie. C'est que le pouvoir que le peuple reprenne le pouvoir. C'est ça la démocratie. Mais est-ce qu'avant la démocratie, la politique n'a pas existé? La politique a existé puisque nous étions dans des gestions d'empire ou de royaume, de canton, de chefferie, chef de village, chef de quartier, roi, empereur. Tout ça, ça a existé. Mais ce n'était pas la démocratie. C'était une forme de gestion politique. Ça, si on ne comprend pas, et puis on rentre dans le jeu de démocratie politique, démocratie, on va tout bafouer. C'est pourquoi quand Ibrahim parle, il est dans une forme de compréhension et de gestion politique. Et quand Meoué vient ici, et puis il interpelle le président Ouattara, les Ivoiriens aujourd'hui se disent, Ibrahim est venu avant-hier. Si ils ont aujourd'hui le nucléaire, mais c'est fini pour nous. Pourquoi c'est fini pour nous? Le nucléaire est une énergie bon marché. C'est le nucléaire qui a financé le développement du Japon, de la Corée du Sud. C'est le nucléaire qui a financé le développement de la Russie, de la Chine. La plupart de tous les grands pays au monde, les industries, ont été construites pour la plupart avec des énergies bon marché. Les énergies bon marché, surtout l'énergie nucléaire. Quand vous avez une énergie bon marché, vous avez une multitude d'opportunités de création d'entreprises. Et vous êtes pourvoyeur d'opportunités pour le peuple. L'emploi est là et le peuple s'en sort parce que le courant sera bon marché. Alors imaginez, on finit l'énergie de Burkina,
Et puis on paye le kilowatt au Burkina Faso à 25 francs. Le même kilowatt, on le vend à Côte d'Ivoire à 500 francs, 600 francs. Qu'est-ce que vous croyez qui va se passer? Alors, quand vous attendez ces multiples tentatives d'assassinat, de déstabilisation du Burkina, voilà une des raisons. Souvent, on parle, mais on ne développe pas suffisamment. On parle, on n'analyse pas suffisamment. On parle, on n'évoque pas suffisamment les raisons. Aujourd'hui, imaginez que le Burkina vend son énergie à 15 francs le kilowatt, 25 francs le kilowatt. Au plus grand mot, 30 francs le kilowatt, pendant qu'il est vendu à 300, 400 et 500 francs en Côte d'Ivoire. Mais vous allez voir, il y a un phénomène, il y a un épiphénomène qui va se passer. Ça veut dire quoi? Vous allez assister à l'inversion des tendances. C'est-à-dire, les Burkinabés établis en Côte d'Ivoire, plus de 60 à 70%, voire 80% vont plier bagages pour entrer au Burkina Faso. Parce que les opportunités sont... La source d'énergie bon marché va créer les opportunités. Ils ont fui le Burkina parce qu'ils voulaient une meilleure vie en Côte d'Ivoire. Et le Burkina offre aujourd'hui des meilleures possibilités de vie, mieux qu'en Côte d'Ivoire. Là où ils seront obligés de payer le courant à 600 francs, ils vont le payer à 30 francs, 25 francs, 50 francs au Burkina. Les opportunités sont là. Qu'est-ce que vous croyez qu'il va se passer? C'est le sens inverse. Ils vont plier barrage de ceux qui vont venir au Burkina. C'est ça que les gens les plus avertis savent. Comme Dieu a établi son baobab, le baobab de Dieu qui est à Cheikh Oumar, je vous parle et je vous mets au défi. Marquez la date d'aujourd'hui comme date de référence, comme information cruciale. Tous marquez la date d'aujourd'hui et puis regardez l'accomplissement des événements. Quand nos trois États auront établi, sans équivoque, l'accession à une énergie bon marché. Mais vous croyez que les gens vont rester au Sénégal? Ce qui va se passer, les entreprises ivoiriennes vont venir s'installer dans l'AES, produire dans l'AES pour aller vendre en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que l'énergie en Côte d'Ivoire, ils ne peuvent pas l'acheter. Ils ne peuvent pas produire et vendre et réaliser des profits. Donc, ils viendront. Ce sera le même phénomène auquel on a assisté en Chine, en Turquie, en Inde, un peu en Russie. Que s'est-il passé en Russie? Beaucoup d'entreprises européennes sont allées s'installer en Russie. Ils produisent et puis viennent vendre en Europe. Beaucoup de, comment on appelle ça? Beaucoup d'opérateurs économiques, les grandes marques ont installé leurs boutiques. Même les iPhones que j'utilise là, sont installés où? En Chine. Il y a deux étapes. Il y a une étape où les gens font tout en Chine, mais il y a des étapes où il y a des parties où ils font aux États-Unis. Les films, c'est la même chose, c'est-à-dire les pays latinos. Parce que l'énergie est moins chère, la main-d'œuvre est moins chère. Donc nous allons donner deux choses. Une énergie moins chère avec des ressources humaines. Les gens vont... Je vous dis aujourd'hui, le baobab de Dieu est en train de parler. Détestez-moi, je m'en fous. Mais vous allez vivre ça. Le baobab de Dieu vous donne une information aujourd'hui. Nous sommes déjà vendredi. Il est déjà minuit 23. Donc l'information que je donne, c'est sous le regard de ce grand jour, le vendredi, un vendredi saint. Le premier vendredi, je crois, du mois d'octobre, si je ne me trompe pas. Alors je répète ce que je dis. Nos États vont avoir accès à de l'énergie bon marché. Et l'énergie bon marché, vous le vendez bon marché. En le faisant, l'AES va devenir un marché d'attraction. Une zone d'attraction pour qui? Pour les entreprises. Même les entreprises européennes vont venir ouvrir des succursales chez nous. Parce que l'énergie est moins chère, ils produisent chez nous, ils vont vendre en Europe. Ils produisent chez nous, ils vendent dans l'autre partie de l'Afrique. C'est ça. Pourquoi on veut déstabiliser l'AES? Beaucoup de gens ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. C'est une des raisons. C'est une des raisons. Ils veulent pas que l'épiphénomène de
la Chine, de la Russie, de l'Inde, de la Turquie ne se produisent au sein de l'AES. Avoir accès à une énergie bon marché, tout de suite, les entreprises vont courir, venir au sein de... Mais vous croyez que les gens vont rester en Côte d'Ivoire? Vous croyez qu'ils vont rester au Sénégal? Vous abusez mal. Les gens risquent de quitter dans des pays africains, ceux qui vont vous surprendre, venir installer leurs entreprises chez nous. Parce qu'on a... Et pourquoi Ibrahim va aller plus vite avec l'énergie bon marché? C'est à cause de ça. C'est à cause de ça. C'est à cause de ça. Merci, Ebadou. C'est à cause de ça. Les gens ne comprennent pas. Non. Nos chefs d'État militaires, c'est vrai, mais ils sont très intelligents. Vous croyez que nous voulons l'énergie? Nous, attendez, pourquoi un petit pays comme nous, on a besoin d'une énergie nucléaire civile? Pourquoi? On a besoin de ça, pourquoi? C'est parce qu'on veut s'attirer les plus grandes entreprises installées au sein de la CEDEAO. On veut les amener chez nous. Les Marocains vont venir construire chez nous. Les Algériens qui nous battent, qui veulent nous faire parler, ils vont venir construire chez nous. Les Européens, ils vont venir construire chez nous. Pourquoi? Parce qu'on aura une énergie bon marché, on aura une main-d'œuvre qui n'est pas exorbitante. Parce que la Chine n'est pas développée aujourd'hui. Alors, réfléchissons comme ça. C'est comme ça que voient les choses. C'est comme ça que marchent les choses. Et c'est ça l'objectif de nos présidents. L'AES, contrairement à ce qu'on vous dit, on va sortir des CEDEAO, oui, oui. On va sortir de l'IFRAC, oui, oui. Moi, je mets tous ces grands menteurs, ces gros menteurs qui se disent spécialistes économistes là. Écrivez ce qu'il t'a dit, comme ma soeur vient de le faire. Marquez la date d'aujourd'hui, et puis regardez tous ces minables qui se disent économistes, et puis regardez la fin de l'AES. Quand on va arriver, quand les énergies là vont commencer à opérer, regardez le mouvement qui va s'opérer. Regardez, comment on appelle, comment les gens vont affluer dans nos pays. Nous, on va atteindre les 100 millions à moins de 2 ans. Parce que tous les Burkinabés établis dans certains pays vont rentrer. Tous les Maliens, en tout cas 80% vont rentrer. 80% des Burkinabés vont rentrer. Les Nigériens. Pourquoi vous allez souffrir chez les gens alors qu'il y a des opportunités qui se créent chez vous? Pourquoi vous ne rentrez pas dans vos pays? Ils vont rentrer. Et s'ils rentrent, ça fait quoi? Ils vont pas rentrer pour devenir une charge. Ils rentrent pour prendre part à l'essor économique, au boom économique, parce que les opportunités sont là. Est-ce que vous avez vu ça venir? Donc, laissons les gens crier. Nous, on sait ce qu'on fait, on sait où on va. Et je vous dis, sans risque de me tromper, quand ça va commencer, beaucoup de gens vont regretter. Moi, souvent, j'ai dit aux gens, ne vous faites pas compter. Ne dites pas, ah si je savais. C'est pourquoi j'interpelle souvent la diaspora. Commencez à réfléchir comment vous allez revenir. C'est vrai que c'est pas dans l'immédiat, il faut penser tout de suite et puis réaliser tout de suite. C'est pas ce que je dis. Vous commencez à vous projeter. Déjà, d'accord, vous allez d'abord commencer à observer cette histoire d'énergie là, ça va où? Vous commencez à regarder cette histoire d'énergie. Quand vous commencez à voir que l'énergie est là, bon marché, et quand vous commencez à constater un mouvement, un flux migratoire vers l'AES, vous allez voir que beaucoup de pays au sein. Mais quand on dit on veut un passeport AES, on veut une carte nationale d'AES, les gens ne savent pas pourquoi on dit ça. Parce que nos présidents sont en train d'anticiper sur ce flux migratoire qui aura lieu. Ce flux migratoire, moi je ne vous donne pas 3 ans, je ne vous donne pas 4 ans. Au grand maximum, dans les 5 prochaines années, 5 ans au grand maximum, ce flux migratoire va commencer. 5 ans, dans 5 ans maximum, les gens vont commencer à venir peupler l'AES. Et vous allez voir que les grosses entreprises du Nigeria, qui ont des problèmes d'approvisionnement en électricité, ils vont venir. Ils auront la possibilité soit de s'installer au Burkina, soit de s'installer au Niger, parce que l'énergie sera moins chère. Les pays qui sont proches du Mali, les gens vont venir s'installer au Mali. Ceux qui sont proches du Burkina vont venir s'installer au Burkina. Ceux qui sont proches du Niger, les gens vont le faire puisque c'est
C'est la zone des 3 pays. Et puis, les 3 pays vont appliquer le même taux. Ça veut dire quoi? Si le Burkina dit aujourd'hui que l'énergie est à 5 francs, l'énergie sera à 5 francs dans l'ensemble des 3 pays de l'AES. Le Burkina ne va pas le vendre à 5 francs, puis le Mali va le vendre à 25, et puis le Niger va le vendre à 50 francs. Non. Ce sera un taux unique pour tous les 3 pays. Et là aussi, il faut que les gens le comprennent bien. Et ça, ce sont des choses sur lesquelles ils sont en train de travailler. Keita, les investissements sont pas pareils. Oui, c'est toi qui le dis. Le Burkina fait son investissement. Le Mali va faire son investissement. Mais à un moment donné, ils vont travailler de façon collégiale et les décisions seront prises. Parce que si chacun avait allé dans son petit coin, dans son pays, ça va pas marcher. Ça ne marchera pas. Le Burkina dit 5 francs, le Mali dit 20 francs, le Niger dit 30 francs. Ça ne marchera pas. C'est le Burkina qui va rappeler tous les marchés par rapport au Mali et au Niger. Ça ne marchera pas. Donc, les 3 pays, à forcément, à un moment donné, vont s'asseoir et puis travailler pour la même dynamique. Donc, ça c'est une réalité. Ce n'est pas tout. Et vous allez voir que ce n'est pas tout, hein. Je vais vous donner quelques exemples d'usines qui vont venir ici. Les usines de montage de véhicules. Ils vont faire ça ici. Ça veut dire quoi? Vous savez, pour, comment vous le dire? Bon, la construction d'une voiture, vous avez besoin de moules. Les moules, c'est quoi? Les moules, ce sont ces trucs-là où on verse le liquide, hein. Quand on dit le liquide, c'est le fer là. Et puis on dit, bon, la forme de la voiture, hein, les différentes parties, le capot, les portières, le coffre arrière, hein, les pare-chocs, tout ça autre là. Il y a les différents moules pour ça. Les gens se disent, mais attends, le Mali, au lieu d'aller jusqu'en Chine pour faire certaines choses, le Mali, ça nous revient beaucoup moins cher. Le Niger, ça nous revient moins cher. Le Burkina, ça nous revient moins cher. Mais pourquoi ne pas installer nos moules au sein de l'AES? Ils installent leurs moules ici. Ça peut être des moules de téléphone. Ça peut être des moules ça peut être des frigos. Hein? Ça peut être des frigos, des congélateurs. Ça peut être des voitures. Ça peut être des climatiseurs. Donc, les moteurs, là, les petites pièces de moteurs, tout ça. Donc, ils savent comment ils font, mais ils installent tout parce qu'ils ont tout ça. L'énergie est moins chère. Puisque aujourd'hui, en Europe, faut pas en se blaguer. Pourquoi l'Europe investit plus en Chine? Mais quand vous regardez le bateau qui doit aller chercher en Chine et puis revenir en Europe, regardez le trajet, regardez la difficulté. Mais vous venez chez nous, le lendemain c'est arrivé chez vous là-bas. Vous venez, comment on appelle ça? Et c'est ce qui va faciliter aussi parce que nos autorités vont commencer à réfléchir à ça et c'est ce qui va faciliter l'ouverture des canaux pour que au moins les bateaux puissent entrer au Mali. Même si c'est pas les paquebots, mais les gros bateaux quand même. Parce que si vous devenez comme la Chine, l'Inde, la Turquie ou la Russie, vous devenez des pays d'opportunités de production de biens et de services, forcément vous devez avoir une façade maritime parce que si on doit envoyer ça en Côte d'Ivoire au Sénégal, nous on perd beaucoup. On va perdre, nous en tant que pays. Si on veut tout capitaliser chez nous, il va falloir réfléchir à ouvrir les canaux. Donc les moyens, les petits bateaux viennent, les gens finissent leur production, on les embarque et puis on les amène dans les différents pays où ils avaient été vendus. C'est ça qui est fondamental. Et c'est ça qui va arriver. Je vous jure que l'avenir au sein de l'AES, l'avenir est brillant, radieux, excellent. Mais cela va aller avec des grands défis, ça c'est clair. Ce sont des objectifs qu'on veut atteindre. Mais des gens feront tout pour nous empêcher d'atteindre ces objectifs. Vous croyez que parce qu'on veut ça, les gens vont dire, ah, allez-y, faites ça. Non. Ils vont essayer par tous les moyens de s'opposer. Mais c'est à nous qu'il appartiendra de travailler de façon dure pour ne pas se laisser compter, pour ne pas laisser quelqu'un imposer.